setup, takes Levert feet. Oh my! Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans les articles de QBasket. Vous en avez pris l'habitude à chaque fois qu'on publie un article sur le site de QBasket. On essaye de vous proposer un podcast qui permet de se remettre un peu sur ce sujet-là et de vous donner envie d'aller lire l'article. Je suis Benjamin et qui est le débris sportif pour vous servir. Et aujourd'hui, nous allons vous parler de WNBA parce qu'on est avec Azad et qu'Azad a rédigé une série de 3 articles sur le sujet qui en appelle peut-être d'autres. On va voir avec lui s'il a prévu d'en faire d'autres sur ce sujet-là et que vous pouvez donc retrouver sur le site de QBasket. C'est un article sur Caitlin Clark, un sur Cameron Brink et un sur les Connecticut Suns. Et je vais dire bonjour Azad. Bonjour Azad, comment vas-tu ? Bah écoute, ça va, en forme. Reposé après, la semaine dernière, j'étais vraiment explosé après les finales NBA. Beaucoup de sorties aussi. Donc j'avoue que là, j'ai passé un week-end à dormir et à me reposer. Et ça fait du bien de retrouver la forme, tout simplement. Donc, En direct les matchs ? Finale, ouais. Avant, je regardais tous les matchs en direct des playoffs. Je crois qu'en 2022, je fais tous les matchs en direct des playoffs. Et au Game 6, quand Boston perd, je suis soulagé qu'ils perdent parce que je n'en peux plus. Surtout que tu arrives à un moment de l'année où les matchs se terminent à 6 heures et il fait jour dehors. Et du coup, Ouais. pour arriver à t'endormir jusqu'à genre 8 heures avant de reprendre le taf ou quoi, c'est un enfer, hein. Donc franchement, là, c'est bien. Genre, c'est terminé. Il y a eu que 4 matchs, 5 matchs. Mais voilà, tout va bien. Je me suis retrouvé à regarder quelques matchs en direct durant les playoffs et me rappeler à quel point c'est une folie quand tu as le League Pass de regarder des matchs en direct. Vu à quel point ça te fracasse pour le lendemain et que ça prend un temps infini de regarder le match en direct. Pendant les finales NBA ou même un peu avant les finales NBA, on t'a vu commencer à faire un certain nombre de trades et puis aussi d'articles sur la WNBA. Pourquoi tu t'es intéressé à cette ligue ? Déjà parce que c'est du basket et que j'aime beaucoup le basket. C'est la ligue qui est enfin c'est pas directement lié à la NBA, mais il y a quand même beaucoup de dénominateurs communs. Donc il y a des codes dans lesquels je me retrouve et dans lesquels c'est plus facile du coup de se plonger dans une nouvelle ligue quand tu partages déjà les codes que tu connais de la NBA. Et il y a aussi une volonté de profiter d'une toute petite exposition pour partager un peu du coup ce qui se passe dans une autre ligue à un public qui est pas forcément qui a pas forcément l'habitude de regarder du basket féminin. Et je pense que c'est important tout simplement de le faire. Et puis voilà, donc après la motivation est venue aussi de ma mère qui m'a dit genre pourquoi tu parles jamais de basket féminin. Donc voilà, j'avais un peu pas le choix, j'avais un peu la pression maternelle qui m'a dit genre vas-y bouge-toi le cul. Donc voilà, c'est pour ça. Souvent le jeu du basket féminin est un jeu un peu, enfin, on le décrit souvent un peu comme un jeu de puriste. Généralement, les coachs adorent le basket féminin parce que c'est un jeu qui est souvent un peu plus structuré que celui des hommes et qui est un peu plus basé sur les qualités collectives que les qualités individuelles en comparaison à celui des hommes, même si on sait qu'il est en train de changer depuis quelques années et puis que de toute façon la WNBA a son identité qui lui est propre. Justement, c'est quoi les particularités du jeu de la WNBA ? En vrai, ce serait difficile à dire et ce serait même un peu trop ambitieux de ma part de pouvoir dire que je comprends le jeu WNBA alors que j'ai regardé une quinzaine de matchs. Mais de ce que j'ai vu et de ce que j'ai compris, en tout cas, il y a beaucoup moins de création individuelle. Je trouve qu'il y en a moins en tout cas parce que j'ai l'impression que le différentiel physique et technique de la meilleure à la moins bonne joueuse sur le terrain est peut-être plus petit que celui qu'on retrouve dans la NBA par exemple. Et du coup, déjà beaucoup plus de mouvements collectifs. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai fait un article sur les Connecticut Sun qui du coup passe énormément par des systèmes en horn, donc des attaques assez posées, où elles utilisent presque pas de meneur, avec du coup Alyssa Thomas qui joue un peu le rôle de hub offensif. C'est une intérieure qui tourne pas en triple-double, mais c'est un peu presque l'idée. Et du coup, qui peut être placé à différents endroits dans le système en horn. Et donc, il y a beaucoup de jeux posés comme ça. On retrouve beaucoup de stagger action aussi, donc des actions avec 2 écrans. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de mouvements off-ball. Le volume, en tout cas, la fréquence de cut est plus élevée Ouais. qu'en NBA. Donc, il y a un peu ce truc-là il y a moins de mouvements avec le ballon des joueuses et ça vient plus de mouvements de la balle et de mouvements des joueuses sans la balle.
Mais encore une fois, je peux pas dire que c'est du déclaratif, c'est plus une impression de ce qu'en tout cas moi j'ai expérimenté en tant que nouveau spectateur de la WNBA. Ouais, moi j'ai toujours eu cette impression avec le basket féminin que leur qualité d'explosivité permettait moins de faire des différences, tu sais, un peu à l'épaule, de passer l'épaule et du coup de générer de l'aide et du coup de se baser sur des exploits individuels et qu'effectivement, du coup on se repose un peu plus sur les qualités collectives et sur les intérieurs. Je trouve quand même, alors je sais pas si tu le sens aussi sur la WNBA, parce que moi l'expérience que j'ai du basket féminin, elle est surtout sur le basket féminin international, donc moins sur la WNBA, et la présence du jeu intérieur est beaucoup plus importante que chez les hommes, mais bon, c'est aussi le cas du jeu international par rapport à la NBA. Est-ce que tu ressens aussi, toi, cette différence en WNBA ou pas? Je pense que c'est pas forcément le cas de toutes les équipes que j'ai regardées. Par exemple, New York Liberty a un jeu très axé sur les extérieurs. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un jeu axé sur les extérieurs avec beaucoup de jeux qui passent justement plutôt par l'arc. Alors qu'il y a des équipes comme Chicago Sky, je crois, ce que je découvre encore, donc je peux dire des conneries, qui prennent que genre trois points above the break par match, alors qu'elles prennent plus de 25 tirs au cercle par match. Donc, tu as un truc très proche du cercle de manière générale, beaucoup plus qu'en NBA où l'équilibre entre les tentatives à l'intérieur et à l'extérieur sont quasiment à l'équilibre. C'est pas, c'est pas le cas en WNBA. Du coup, c'est vrai que même le spacing, en règle générale, est moindre. Mais il y a aussi, du coup, des joueuses qui commencent à un petit peu changer ça. Et je pense que c'est pour ça que moi, quand j'ai commencé à écrire sur Kathleen Clark, c'était un peu l'idée de voir à quel point une joueuse qui a une fréquence à 3 points qui est au-delà de celle de Curry par 100 possessions. C'est un truc comme 17 3 points tentés par 100 possessions, c'est absolument énorme. Est-ce que ça allait changer le spacing et comment elle allait être défendue? Parce que du coup, le spacing est un peu l'évolution du jeu de basket dans tous les cas. Il y a un truc où tu vas jouer des femmes, des hommes, enfin, peu importe, entre guillemets, ce qui joue, même un alien, ça sera toujours quelqu'un qui va chercher à naviguer dans le meilleur espace possible et le meilleur spacing. On peut pas un jour espérer gagner sans spacing, dans tous les cas. Donc, du coup, voilà, je voulais voir un petit peu comment elle impactait ça à mon échelle et avec mon regard. Ouais, parce que on sait que le basket féminin, de ses particularités, c'est l'adresse extérieure des filles, qui est souvent très haute. Il faudrait qu'on regarde sur les dernières années. J'ai pas regardé avant le podcast, mais il me semble m'avoir regardé en milieu d'année. Et par exemple, l'adresse à 3 points sur la saison dernière moyenne était plus haute que l'adresse à 3 points NBA. De mémoire, c'est ce que j'ai en tête de mémoire. Mais par contre, effectivement, c'est un shoot qui est beaucoup un shoot de spot-up et moins un shoot de création après dribble, même si on commence à avoir des premières joueuses qui sont capables de le faire. Et nous, Français, on le sait particulièrement, parce que Marianne Johannes en est un bon exemple. Et toi, tu t'es concentré sur deux joueuses qui symbolisent peut-être un peu l'évolution du basket féminin, qui sont arrivées cette année en WNBA. C'est Kathleen Clark et Cameron Brink, qui sont, je pense qu'on peut le dire, hein, les deux nouvelles stars du basketball féminin américain. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ces joueurs? Tu as commencé sur Kathleen Clark, je te propose qu'on poursuive sur Kathleen Clark, qui est le phénomène des 12 derniers mois. Ouais, je pense que cette nouvelle génération, mais de toute façon, est hyper impactante, cette draft. Il y a aussi Angel Reese. Du coup, il y aura un article sur Angel Reese aussi qui va arriver, qui est en train de tout exploser en termes de rebonds, par exemple. C'est la joueuse qui a le meilleur pourcentage de rebonds sur le terrain quand elle y est. Pour une rookie, c'est pas anodin. Mais pour en revenir à Caitlin Clark, du coup, en fait, moi, quand j'ai découvert un petit peu la joueuse en NCAA pendant la March Madness cette saison, j'ai eu l'impression ouais, que c'était vraiment une joueuse autour de laquelle on pouvait construire une attaque parce que je retrouvais un peu l'impression de ce two-way player offensif dans le sens où elle peut jouer avec et sans ballon. Elle prend beaucoup de tirs à 3 points ou au cercle et il y a peu de mi-distance. Donc il y avait un peu cette impression de la joueuse moderne dans l'efficacité, entre guillemets, et en plus qu'un très bon passing pour une joueuse qui porte pas tout le temps la balle. Et en plus de ça, il y a cette capacité en fait à générer du chaos quand elle est sur le terrain en attaque. Donc c'était un peu pour ça, il y avait un peu un côté spectaculaire aussi et un peu dans l'impression tactique de comment
optimiser une telle joueuse et comment aussi les défenses vont du coup s'adapter à ça et comment elles vont potentiellement réussir à la ralentir ou alors ralentir l'équipe pour laquelle elle va jouer. Du coup, c'était un peu ça l'analyse de Kathleen Clark sur l'article, c'est comment elle est défendue. Enfin, déjà, c'est comment elle joue de base. Ensuite, quelle est la réponse de la défense et quelle réponse possible peut y avoir du coup de l'équipe d'Indiana face à ça. Et c'est un peu du coup l'histoire de l'article, la trame. Du coup, voilà, après, je vous invite à aller lire ça pour découvrir un petit peu comment Kathleen Clark est défendue et comment le Fever trouve un petit peu des réponses à ces problèmes. Et justement, donc on a bien compris comment elle joue, comment elle est défendue du coup en WNBA et comment Indiana arrive à contrer un peu cette attaque, enfin cette défense sur elle. Sans spoiler l'article, il y a énormément de blitz. Du coup, juste pour résumer en quelques mots, il y a beaucoup de fois où les défenses de WNBA vont envoyer deux joueuses de manière immédiate et agressive sur Kathleen Clark après un pick and roll. Et du coup, les solutions sont multiples. On peut faire des pick and roll hauts, ou alors le blitz perd beaucoup de sa valeur parce que du coup, il y a beaucoup plus d'espace pour naviguer suite à ça. Il y a Alia Boston qui est une très bonne joueuse sur short roll. Donc en plus, tu peux punir plus facilement le blitz et du coup le 4 contre 3 derrière avec une bonne intérieure de short roll. Donc elle a hauteur de l'écran qui va être important, la vitesse à laquelle il arrive, l'angle de l'écran et à quel endroit sur le terrain, même en termes de côté. En vidant à côté, c'est beaucoup plus difficile de défendre sur blitz. Il va falloir aussi du coup ice l'écran et forcer une joueuse à aller sur un seul côté. Et du coup, ça devient de plus en plus difficile à défendre. Donc, c'est une réponse et individuelle avec les qualités de passeuse de Kathleen Clark et une défense collective avec les quatre autres joueuses sur le terrain de Indiana. Et pour la deuxième joueuse, Cameron Brink, c'est quoi ses spécificités? Pourquoi elle t'a intéressé? En réalité, c'est un phénomène physique assez incroyable parce qu'elle bouge à une vitesse pour sa taille qui est assez remarquable et en fait, ça se voit en attaque et en défense. Moi, les premiers matchs que j'ai regardés, quand j'ai vu les pourcentages de blocs qu'elle avait, je m'attendais à voir quelqu'un d'assez peu mobile en attaque. Et en fait, elle est utilisée comme 4, 5 qui jouent dans les corners ou au 45 degrés ou même en tête de raquette, qui est derrière la ligne à 3 points, qui peut dribbler, qui peut passer. Il y a pas vraiment d'attaque au poste encore, mais ça peut venir avec le temps. Et puis défensivement, c'est assez incroyable. Je crois qu'elle avait avant de se blesser, elle avait le plus haut taux de block percentage de la WNBA, un block percentage équivalent à celui de Wembanyama en NBA, un peu pour donner un équivalent statistique. Donc c'est assez énorme et les WoWi défensifs étaient aussi vraiment impressionnants. Après, dans une équipe qui structurellement perd, donc c'est difficile aussi de suivre ces indicateurs statistiques et de leur faire vraiment confiance. Mais visuellement, il y avait l'impression de voir quelqu'un qui peut défendre sur plusieurs postes, qui peut bloquer l'accès au cercle et en plus vraiment faire un petit peu ce qu'on peut voir dans certains protecteurs de cercle qui même font que les tentatives au cercle ne sont pas prises tellement la protection de cercle est bonne. Donc il y avait un peu cette idée-là de est-ce que au final ça sera pas elle la joueuse la plus impactante tant la valeur de protecteur de cercle est important dans le basket et encore plus en WNBA où ça joue plus à l'intérieur. Donc, il y a un peu ce truc-là de genre, et si, en fait, c'était pas Kathleen Clark, la future joueuse la plus impactante de cette draft, et si c'était Cameron Brink, ou même, et si c'était Angel Reese, qui elle aussi joue à l'intérieur et apporte beaucoup de bénéfices structurels avec son profil dans cette WNBA. Donc, il y a un peu ce truc-là de qui sera vraiment la joueuse la plus impactante de cette classe de draft et ça va être hyper intéressant à suivre. Du coup, c'est cool de commencer à suivre la WNBA en même temps qu'une classe de draft historique parce qu'il y a un peu ce truc-là de genre, on voit les débuts et on voit les balbutiements un petit peu de cette classe de draft et on peut pouvoir suivre un peu toute leur carrière là-dessus, quoi. Ouais, c'est deux joueuses qui suscitent beaucoup d'enthousiasme, hein. On rappelle que pour son dernier match en NCAA, Kathleen Clark a attiré, enfin,
la présence de Caitlin Clark sur le terrain a attiré 24 millions de téléspectateurs sur ESPN. À titre de comparaison, la finale de la Coupe du Monde de foot, c'était 16 millions. Ce qui donne un peu le niveau d'engouement. Cameron Brink, en plus, a été drafté à Los Angeles. Donc forcément, il y a toujours la hype qui peut venir derrière. Et dernier élément, dernier article que tu as publié, c'est un article un peu plus spécifique sur une équipe et sur son mode de fonctionnement. En l'occurrence, les Connecticut Suns, qui ont attiré ta attention. Il y a quoi d'intéressant à voir dans cette équipe ? Bah, alors déjà, avant que j'écrive l'article, elles n'avaient pas perdu un match. Et entre le temps où je l'ai écrit et qu'il se publie, elles avaient perdu leur premier match de la saison. Donc, je suis désolé. Mais du coup, en fait, c'était la meilleure équipe en termes de net rating au moment de l'article. Donc, l'idée, c'était de comprendre qu'est-ce qui fait que cette équipe-là est sur le papier la meilleure de WNBA et surtout comprendre un peu aussi les limites parce que du coup, c'est pas les championnats en titre. Elles étaient même pas en finale l'année dernière. Donc, qu'est-ce qui fait que il y a quand même des problèmes là-dedans, et puis présenter un peu les actrices, les joueuses de ce Connecticut Sun. Et il y a des profils vraiment très intéressants, comme Alyssa Thomas, mais aussi Dijonte Carrington, qui est une joueuse qui, moi, me rappelle beaucoup Marcus Smart. J'aime vraiment pas faire des comparaisons homme-femme, mais bon, vu que c'est devenu une chouchou, je peux lui donner le tampon Marcus Smart, entre guillemets. Provoque beaucoup de passages en force, a une sélection de tirs qui est un peu catastrophique, mais en même temps, elle les prend, elle bouge bien off-ball, et elle défend très bien off et on-ball aussi sur souvent la meilleure joueuses adverses. Donc il y avait des profils intéressants à présenter. Et en plus de ça, il y a une approche, comme je disais un peu en intro, très tournée autour d'Alyssa Thomas, qui est un hub offensif, mais qui joue à l'intérieur, donc qui n'est pas une meneuse traditionnelle du tout, mais qui n'est pas non plus une intérieure traditionnelle du tout. Et c'est un peu comment ils utilisent des cuts, des stagger action ou des actions en horn pour justement prendre la défense de vitesse. Et aussi à quel point leur manque de shooting extérieur va potentiellement être problématique, comme apparemment, de ce que j'ai lu, ça l'a déjà été l'année dernière en playoff. Ouais, avec aussi une grosse mobilisation des runsets, c'est ce que tu montres dans l'article, qui sont une forme que tu as précisé avant, hein, en parlant d'eux, mais qui est rigolo parce qu'en fait, on retrouve cette forme de jeu-là, elle est pas tant utilisée que ça, moi je trouve en NBA. Enfin, elle revient un peu, mais elle est moins utilisée qu'à des niveaux plus bas. Et c'est d'ailleurs ce que tu dis dans l'article. C'est vrai que tu parles du niveau départemental en France où c'est un peu l'action de base du jeu. Et là, on la retrouve en WNBA, donc ça permet de la voir aussi faite par des joueuses de très très haut niveau et avec à la fois un QI et des compétences techniques de très très haut niveau. On la retrouve aussi énormément en Euroleague. Et on la retrouve globalement dans tous les championnats où l'efficacité à 3 points n'est pas complètement déconnante comme elle peut l'être en NBA, quoi. Bon, elles sont fortes dans ces championnats, mais en NBA, sur des tirs difficiles, elle est tellement, tellement impressionnante qu'on a tendance à moins la retrouver. Le net rating était assez impressionnant, je crois, de cette équipe. On était à quoi? Je crois qu'on était à plus. Je crois qu'on était au-dessus des plus 12, de mémoire, sur la série de victoires. Hein, c'est ça, c'était vraiment à chaque fois une énorme domination. Ouais. Et puis là, ça ralentit un petit peu, mais dans tous les cas, je pense que ça sera une des équipes qui sera intéressante à suivre sur toute la saison et à voir, même si elles arrivent à aller chercher potentiellement une menace au tir, en tout cas du renfort à l'extérieur pour apporter un peu de spacing, parce qu'en fait, c'est le spacing qui leur manque, donc soit se réinventer, soit avoir des joueuses qui peuvent apporter un peu plus de spacing, ouais. En tout cas, on vous invite à aller lire ces 3 articles et peut-être même le 4e qui va bientôt arriver logiquement, qui vous permettront d'en connaître un petit peu plus sur la WNBA. N'hésitez pas aussi à regarder les matchs. De mémoire, l'abonnement est vraiment pas cher. C'est 40 €. Ouais. 40 €. Il y a combien de temps de compétition? Ça doit être jusqu'au JO à peu près, c'est ça? Ouais, puis après, ça reprend, hein. Je crois aussi, ouais, que ça reprend après. De mémoire, il y a une Oui, pause. ça reprend, et en fait, ça finit à peu près, genre ça chevauche la saison NBA, hein. Ouais, c'est ça. Il y a Donc, beaucoup de matchs aux heures européennes en plus. Franchement, enfin, je veux dire, en tant que Français, c'est vrai. Hier, il y avait des matchs intéressants jusqu'à minuit à peu près, quoi. Il y a eu 4 matchs et le dernier match s'est fini à minuit. ok. Donc bon. Donc c'est une bonne opportunité pour voir du basket dans cette période courte, maigre, j'allais dire maigre, mais assez courte parce que finalement les JO viennent très très vite. Donc on va vite retrouver du basket. De toute façon, maintenant le basket s'arrête jamais. Et je vous invite, parce que c'était une équipe qui avait enchanté le monde du basket, à regarder durant les JO l'équipe du Japon féminin qui avait proposé peut-être. Moi, j'avais jamais vu un aussi beau basket proposé par une équipe, et ça permet aussi de synthétiser la beauté de ce que peut être le basket féminin. Restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler. À plus!